Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour Monsieur David. Bon, en forme? Oui, très bien, Pas très trop bien. chaud? Un petit peu quand même. Il y La a, il y a climat- peut-être un bruit de ventilateur qui va nous perturber de temps en temps, mais c'est Non. nécessaire. Tout le monde a son bruit de ventilateur. Même ceux qui Ouais, regardent ouais, l'émission, ils ont leur ventilateur. c'est ça. Donc voilà. À ce moment-là, c'est soit le ventilateur, soit la clim, hein. Ouais. Soit les deux. Bon, ok. Donc Thierry, professionnel de la basse, Oui, mais pas que. On verra ça après. On en parlera un peu. un parcours. Tout à fait. C'est ce que j'ai vu. Un long parcours. Oui. Ce qui ne te rajeunit pas, parce que moi, du coup, ça me rajeunit un peu, mais Ouais, bah oui. C'est comme ça, hein. bah oui, il faut avancer, hein. On est tous logés à la même enseigne, hein. Tout à fait. Ok, donc bah, on commence. Est-ce que tu peux te présenter? Quand est-ce que tu as commencé la musique? Qui Oui. tu es? Alors, donc moi je m'appelle donc Thierry Bédouchat, je suis bassiste, musicien professionnel, un peu multi-instrumentiste aussi, parce que je fais beaucoup de MAO, je pense qu'on en parlera aussi. Je fais de la production. Donc j'ai commencé l'instrument, la basse, directement. Je ne suis pas passé par D'accord. autres instruments. J'ai commencé l'instrument, je crois que je devais avoir 14 ans, avec mon frère, Eric Bédouchat, qui est un batteur, qui est mon frère jumeau. Et D'accord. donc, je pense qu'Eric a commencé à 13 ans et demi et moi, j'ai emboîté le pas direct derrière. Alors, c'est lui qui a eu l'impulse de commencer la batterie. Et puis, ça a été une évidence pour moi de faire de la basse derrière. Puis, c'est pas que ça, c'est que très rapidement, j'étais en admiration devant cet instrument D'accord. par sa forme, par le son, voilà, que par la culture, parce que j'en avais pas tellement encore à l'époque. Et voilà, donc j'ai commencé directement par la basse électrique. D'accord. Et 14 ans, c'est tard quand même pour commencer la musique finalement. Souvent, il y a quand même un petit processus avant, conservatoire, piano ou un autre instrument. Oui, Rien ouais, du tout avant. alors j'ai fait un peu de conservatoire pendant que je faisais la basse, mais j'étais en grande partie autodidacte. Sauf qu'à un moment donné, on en parlera dans mon parcours, à un moment donné, j'ai dû évidemment accrocher à des études de musique, évidemment. Et à un moment donné, Mais pour l'instant, si tu veux, à 14 ans, j'étais, je n'avais qu'une seule envie, c'était de jouer de la basse avec les copains du lycée, du collège, pour jouer dans des groupes de rock, faire des reprises des Who, de Status Quo, ou je ne sais quoi. Mon premier solo de basse, ça a été le solo de basse de Caroline, de Status Quo, et qui est en fait, après, j'ai compris qu'en fait, je ne jouais que la gamme majeure, mais bon, c'est pas grave. Mais ça a été mon premier solo de basse que j'ai appris difficilement avec des moufles. Mais bon, j'étais content d'arriver à faire un premier solo de basse. d'accord. Donc ça, c'était ton premier groupe de rock en fait. Ou C'est c'était ça. juste avec ton frangin? Non, c'était un groupe de copains, quoi. On faisait des reprises, des choses comme ça, quoi. Vous avez fait un peu de scène? On avait fait un peu de scène, ouais, assez D'accord, oui, rapidement. déjà. Ouais, Ah oui. ouais. À l'époque, c'était peut-être un peu plus facile qu'aujourd'hui, non? Je sais pas. Bon, Les oui, jeunes. clairement. Oui, clairement, clairement. De toute façon, à l'époque, entre guillemets, enfin, ça c'était plutôt vers 75-77, tout était open. Ouais. Il n'était pas du tout dans le même contexte culturel, artistique de l'époque. Enfin, il y avait beaucoup de choses fermées, mais il y avait beaucoup de choses ouvertes pour les musiciens. Il n'y avait pas, évidemment pas les réseaux, donc on ne pouvait pas tellement échanger comme ça. Donc, quand on commençait à connaître des musiciens, bah, on restait ensemble, on Ah ouais. travaillait ensemble, on répétait ensemble. Voilà, il n'y avait pas tellement d'échanges. D'ailleurs, on voit bien hein, que tous les musiciens de cette époque, entre guillemets, sont des gens qui sont à la base des copains. Oui. On parlera d'autres musiciens, d'autres collègues à moi, qui eux ont commencé, enfin maintenant qu'il y a une vraie carrière de musiciens internationaux, mais à la base, ce sont des copains. Ouais. Ce sont des copains de lycée, de collège et qui ont évolué, qui ont grandi ensemble et qui ont fait le chemin ensemble. Je pense que chaque génération a sa bande de copains, hein. C'est ça, exactement.
Il y exactement. a eu les premiers, dans les premiers enfin, qu'on a connus, il y a eu comment ils s'appelaient, tous ceux qui étaient sur les scènes des années des yéyés et tout ça, là, qui étaient finalement tous potes. Moi, Bien j'ai vu pas sûr, mal de documentaires où finalement ils traînaient dans les mêmes bars, dans les mêmes c'est soirées et tout ça, ça. c'est ça. Il y avait une petite dispute médiatique histoire de jouer un peu le jeu, mais sinon c'était des potes, hein. Oui, d'ailleurs, il y a une photo qui est une célèbre photo de Salut les copains où on voit tous les Mm. musiciens de l'époque, hein, des années 70 plutôt, bien avant les années 80, mais plutôt vraiment les années 70. Je pense à, je sais pas, Bernard Paganotti, Pascal Royot, François Briand, tous ces grands musiciens français qui, eux, ont commencé à faire des groupes. C'était des groupes de rock, des groupes de rock progressif, des choses comme ça et puis qui, de fil en aiguille, se sont retrouvés à accompagner des musiciens, mais ça, c'est bien plus tard, c'est Mm. quand ils commencent à avoir des carrières. Mais encore une fois, le métier dont on parle dans les années 70, 80, 90 n'a plus rien à voir avec ce qui se passe maintenant. C'est autre chose. Et la génération d'avant, je pense souvent à Francis Darris-Curren, par exemple, hein, où réellement, c'est un des patrons, un des boss du métier, hein. Il fait partie de la première génération de bassistes. Je crois même que c'est très certainement le premier bassiste français qui est rentré dans les studios, puisque de toute façon, il n'y avait pas de bassiste à l'époque, il y avait des contrebassistes, et c'est un bassiste électrique avec un très très bon niveau déjà de musicien, mais qui faisait un nombre incalculable de séances par semaine. On le retrouve sur tous les albums, Mm. toutes les discographies de l'époque. Bah, faut dire si on revient dans les années 50, la basse est sortie en 51, c'est ça? Oui, ça veut dire quelque C'est chose, oui, ça veut Fender dire. qui a fait la. C'était Léo même, Fender, ouais. ça s'appelait pas la précision, c'était encore un autre nom avant. Oui, c'est C'était possible. une télécaster, télécaster Il y avait, basse. voilà, Je sais c'est-à-dire plus qu'en c'est fait, quoi le nom, j'ai perdu. dans la Telecaster, oui, oui, je ne suis pas très féru chez Fender, mais effectivement, c'est-à-dire que la basse électrique, elle a été inventée parce que, d'abord, pour deux choses. Une chose culturelle, c'est parce que c'était l'époque des yéyés, des Mm. premiers groupes de rock, et qu'il fallait électrifier la basse. Donc, Léo Fender a électrifié, pas la contrebasse, mais la basse électrique. Mm. En fait, il a pris comme modèle la guitare électrique. Tout à Et on fait. s'est retrouvé les premières. Moi, je me souviens que ma première basse électrique, c'était une copie japonaise qui s'appelait Sakai. Et D'accord, c'était une très short scale, hein, c'est-à-dire qu'elle avait la même tête qu'une Telecaster, mais d'accord, vraiment la même tête et la même longueur de manche. d'accord. C'est même pas une piccolo basse, hein, c'était une basse, mais avec des tirants et puis des grandeurs de manche qui étaient en fait de la taille de guitare, quoi. Mm. Ouais, ouais, non, mais faut dire que la basse, c'est un instrument jeune, hein. Finalement, il a Ah oui. 70 ans. Donc, Oui, si tu prends quelqu'un qui avait 15 ans et qui est finalement les premiers bassistes aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont 80, 85 ans. oui, c'est ça. Voilà, tu vois, c'est pas non C'est ça. plus. C'est vraiment un très jeune instrument. Oui, oui, tout à fait. Donc, D'ailleurs, moi j'avais. Oui, pardon. non, non, vas-y, vas-y. Non, non, j'ai eu une Fender Precision que j'avais acheté dans un magasin, hein, donc Hum. neuve, et je l'avais acheté je crois, en 76. Et malheureusement, on me l'a volé. Mais je sais que maintenant, alors moi, je me souviens plus combien j'avais dû acheter ça. J'avais dû acheter ça avec l'argent de mes petits boulots. Mais je sais que maintenant, c'est inestimable. C'est totalement Ah oui, oui, inestimable. tout à fait, Une oui, oui. PB de 76, voilà. Alors que je la trouvais pas extraordinaire, hein. Mais bon, comme quoi. Il faudrait voir aujourd'hui l'équivalent, ce qu'il donne. Ce serait ça. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Ok, donc tu me disais que tu avais commencé directement par la basse, mais la basse, on est d'accord quand même, c'est pas le premier instrument qu'on repère dans un groupe. Donc, ok, ton frangin, il fait de la batterie, Ouais. tu fais de la basse, logiquement, enfin, je pense que tu as quand même un truc qui t'a influencé sur la basse. Il y a eu, je sais pas, un morceau, Ah, complètement. Complètement, j'étais assez jeune. Je suis parti en vacances à Londres et pendant un mois,
ma mère, elle s'est débarrassée de moi. Elle m'a dit, bon, allez, va Va faire apprendre ton l'anglais. expérience. Je suis parti avec un pote et donc on est allé à Londres pendant un mois. Et Londres, c'était le paradis des magasins de musique. Ah Quand oui. on passait à Soho, c'est là, en fait, c'est un petit peu l'équivalent de Pigalle, hein, d'ailleurs, Mhm. Paris. Et il y avait des magasins de musique qui nous faisaient, mais enfin, moi, je restais des heures devant les vitrines. Je n'osais évidemment pas rentrer. Et puis, il y avait des disquaires aussi dans tous ces quartiers. Et j'ai acheté je crois, 3 4 donc c'était des 33 tours hein, à l'époque, des 30 centimètres. Et j'ai acheté à l'époque un album que je ne connaissais pas. Et le disquaire me dit, me demandait, donc moi je baragouinais un petit peu, et puis je disais que j'adorais la basse électrique, mais bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Et il me dit, attends, je vais t'amener un album. Et il m'a amené School Days. Les School Days de Stanley Clark. Quand il me l'a passé, il y a 6 titres. Ça commence par le titre éponyme, hein, School Days, qui est un pam, 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 pam. C'est une basse qui est jouée en power chord, en accord, Mhm. avec un son incroyable que j'avais jamais entendu. Et puis, c'était le début, enfin, le début, c'était un petit peu l'apogée, mais c'était aussi le début de ce qu'on appelle le jazz rock, vraiment, avec des Billy Cobham, avec des Return to Forever, avec des gens comme ça. Et, euh, et j'ai écouté ça et j'ai eu un flash. Et ça a tourné en boucle, en permanence, sur ma platine. Et puis, j'avais acheté aussi un deuxième album qui était extraordinaire. Et en fait, c'est des albums que j'écoute encore très souvent Mhm. qui est le George Duke Billy Cobham Band, avec un garçon que j'ai découvert à la basse, qui allait devenir quelqu'un que je connais, qui est Alfonso Johnson, et qui jouait de la basse, mais c'était assez étonnant, parce qu'il jouait de la basse fretless. C'était pas très très connu, hein. On est bien avant Pasto, hein. Mhm. Euh, Black Market, c'était pas encore sorti. Et, euh, et donc, il jouait sur cette base d'un luthier new-yorkais qui s'appelait Charles Labo et qui avait un son incroyable parce qu'il utilisait des pédales d'effet, des Mutron, des flangers, des trucs, et ça donnait un son de dingue. Et moi, j'ai adoré. Donc D'accord. voilà, ça fait partie de mon pinacle Du de départ. son. Ah ouais, ouais. Et ça m'a vraiment, quand on a 16 ans, 17 ans et qu'on se shoot à Stanley Clark, effectivement, à un moment donné, tu te dis que ça va quand même modifier ta façon de voir et d'entendre la musique, D'accord. forcément, et de jouer l'instrument. Et toute la génération de gens comme moi ont droit eu au même picouze, hein. D'accord. Ça, c'est clair. On a tous été bercés par le School Days, par Stanley Clark, en fait, cet instrument qui était à la base un instrument d'orchestre, qui Mhm. était uniquement relégué au rang de jouer la fondamentale, la quinte. Je ne parle pas du jazz, hein, évidemment, mais la basse électrique, c'était ça, de faire des gammes, de faire des arpèges d'accords, mais très, très basiques, et surtout de planter les clous avec la grosse caisse. Tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un bassiste qui était un bassero. Voilà, ça n'existait D'accord. pas. Et Ouais, ouais, ouais. ça, génial. Je suis pas du tout, je suis un peu plus jeune, donc j'ai pas de cette génération-là. Voilà. Moi, je suis quand même plus sur. Bah, moi, j'ai quand même une grande tendance plutôt des basses synthétiques, puisque je suis de 73. Du coup, moi, c'était les années 80. Ouais, ouais, Avec bien les sûr. basses, j'ai découvert ça assez tard, puisque du coup, j'ai découvert ça avec le métal ou les choses comme ça. Et Mhm, encore, à la mhm. base, je pensais que c'était des guitares. Donc, j'ai découvert encore plus tard que c'était des Ouais. basses. Alors, dans le métal, c'est un peu différent parce qu'on peut aussi, avec les guitares 7 cordes, on peut aussi jouer des basses. Ouais, Et c'est souvent, comme c'est souvent, les lignes de basse sont souvent doublées avec ce qui se passe à la guitare. tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. Moi, je sais quand j'ai des élèves qui me demandent des relevés de morceaux de métal, mais du dark, hein, des choses comme ça, je veux dire que la basse, c'est pas simple à relever, quoi. Ouais, Et ça va très très vite, hein. ça se confond. Ouais. Ah oui, 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 clairement. Ok. Bon, on va passer à la prochaine question. Ouais.
La prochaine question, c'est est-ce que tu pratiques d'autres instruments? Je vois notamment un petit clavier sur le côté, donc tu plaques quelques accords ou tu joues? Alors, je joue. Alors, tu parlais de synthé basse tout à l'heure. J'ai augmenté mon panel depuis quelque temps parce que justement, je joue des synthé basses maintenant sur scène. D'accord. Voilà, parce que j'ai besoin de ça pour avoir le son, pour... Parce que si tu veux, j'ai comme tous les bassistes testé un milliard de pédales qui s'appellent basse synth. Et Oui. à chaque fois, c'est un enfer quand ça marche pas. C'est toujours des sons, un octaveur avec une disto, avec un filtre, et puis ça fait... Tu vois, donc, La électro-harmonix, là, qui était vachement bien? oui, n'importe laquelle en fait, je te dirais. Ça Mais marche pas. D'accord. même des assemblages de pédales. Mhm. C'est pas, ça n'a rien à voir Un vrai synthé. avec un Moog. Ouais. Donc voilà. Donc depuis quelques temps, moi je travaille beaucoup sur les produits Arturia. Et D'accord. donc je travaille avec la V-Collection, dans lequel je retrouve tous les sons que j'aime, que ce soit le Juno, le Moog évidemment, le CS80, enfin bon. Et avec mon contrôleur Yamaha, j'aime bien ça. Mais même dans mon Zoom B6, en fait, ce que je fais, c'est que je fais passer mon, 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 comment dire, mon plugin, mon VST, via ma carte son. Je le fais passer directement dans mon Zoom et là, par contre, c'est intéressant parce que je rajoute des effets que je n'ai pas besoin forcément de programmer dans le VST, dans l'Arturia. Par exemple, je lui mets un neutron, des filtres, des choses comme ça, Et t'es toujours au et clavier. au clavier, mais je passe par mon pédalier basse. Oui, d'accord, ok. Voilà, l'avantage de ce pédalier-là, on en parlera peut-être, c'est que j'ai deux entrées que je peux switcher j'ai un AB euh, D'accord. permet de switcher sur les deux entrées. Donc, du coup, tu as ta basse et ton clavier. Voilà, j'ai la basse et clac, je switch sur l'entrée 2 et j'ai le clavier direct. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça prend aussi les piezo. Donc, ce qui fait des fois avec ma contrebasse électrique, comme il y a des différences de volume, hein, évidemment, hein, c'est une cellule, C'est et sûr. ben, je peux avoir, j'ai deux impédances d'entrée que je peux switcher. Et ça, D'accord. c'est super intéressant. Donc, Donc voilà. finalement, c'est ton Voilà. pédalboard maintenant. Exactement. Tu n'as que ça sur Exactement. scène. Voilà, voilà. J'ai un set complet qui est les différentes bases que j'utilise, le zoom que j'ai au pied, et puis mon clavier Arturia avec mon ordi et D'accord. mon. T'as quoi Voilà. comme clavier Arturia? Alors, c'est le Kelab MK2, le 61, que D'accord. j'aime, qui me permet d'avoir un contrôle complet sur mon Cubase. À la base, je l'avais acheté pour ça Oui. et je le trouve vraiment super. Et avec Cubase, alors j'avais déjà, Arturia m'avait déjà livré Analog 4 et dans le clavier Arturia, on m'a livré Analog 5. Et Analog 5, ce qui est très intéressant, je dois dire, c'est d'avoir accès à leur boutique en ligne où j'achète très régulièrement des banques à un prix qui défie toute concurrence. Mhm. Par exemple, là, on en parlera, je suis sur un spectacle où on utilise beaucoup de sons qui font plutôt partie de la galaxie Michael Jackson et vraiment tous les sons de base de Beat It, etc. Je les retrouve parce que je suis allé simplement acheter et télécharger la banque qui s'appelle Michael Jackson Tribute et qui est une tuerie, qui est Ah, il y a nettement. carrément la banque. Et dans la Ouais, banque, alors, parce que bon, alors, sur la chaîne, je fais de la basse, mais aussi pas mal de MAO. ouais. Et donc, dans la banque Arturia, tu as le tribute Michael Jackson. Et dedans, c'est quoi? C'est des samples ou t'as les sons et après, tu peux jouer ce que tu veux avec les mêmes sons? Alors, il y a pas de sample parce que en fait, c'est comme le Analog Lab. Je suis pas spécialisé là-dedans, je veux pas dire de bêtises, mais Analog Lab, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un concentré, c'est une bibliothèque de toute la collection, d'accord? Et l'avantage, c'est que c'est une énorme base de données. On peut tout classer, on peut faire les set lists, on peut faire plein de trucs. Et, euh, et en fait, on va chercher des presets, par exemple dans la MJ Tribute.
la Michael Jackson Tribute, Hum. on a par exemple je sais pas moi, quasiment toute la prod de Beat It. Donc, on a le son de basse, on a le groove de batterie, pa, 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 mais vraiment avec les sons, on a les cordes, on a le gong, enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut. Soit on les utilise, pourquoi pas, dans un tribute, mais soit on les détourne, comme moi, par exemple. Moi, j'utilise le son de basse de Beat It, mais sur d'autres titres qui n'ont rien à voir. D'accord. Donc en fait, tu peux Voilà, récupérer toute la même sonorité, complètement. mais faire autre chose. Complètement, C'est exactement. génial. Et c'est vraiment super bien. Il y a, on retrouve les sons je sais pas moi, les sons de Saint-Clavier qu'on pouvait trouver dans les tributes Genesis. Les, alors évidemment, les Jean-Michel Jarre. On a une grande partie de séquences de Jean-Michel Jarre qui sont faits extrêmement bien faites, etc., etc. C'est en fait, je pense que c'est pour tout type de musicien, soit le gars qui est vraiment un vintager qui adore les synthés et tout le son analogue, c'est super bien. Soit pour le musicien pro qui a besoin de composer des sons. Et là, on a accès par exemple, à une panoplie. Moi, je ne sais pas, je dois avoir en son de basse, je dois en avoir 4 ou 500, très, très Mhm. différents, tous l'un comme l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont fabriqués avec soit le Moog, soit le CS80, soit le Juno, le DX7, etc., même le Synclavier ou même n'importe quoi, c'est génial, c'est qu'on peut les modeler, on peut les récupérer. Et en plus, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un étage d'effet et un étage d'arpégiateur. Donc, on a un arpégiateur, c'est pas vraiment un séquenceur, c'est vraiment un arpégiateur qui est très complet et qui permet en fait de modéliser, de modeler le son. Voilà. Bon, donc moi, ça, j'utilise ça sur scène. J'ai D'accord. vu d'autres copains claviers qui utilisaient ça effectivement sur scène. Et il y a un accès direct. Ça, c'est super, hein. C'est-à-dire qu'on Mhm. appelle la banque, pouf, ça charge tout de suite. Bon, je dois dire que j'ai pas une bête de guerre comme ordi, hein. C'est un i5, mais je l'ai gonflé en termes de RAM. Et surtout, j'ai deux SSD à l'intérieur, qui D'accord. fait que j'ai une latence zéro. Ça me permet d'avoir accès directement aux bibliothèques de son. Moi, j'ai un SSD, mais il est trop petit. En fait, on me l'a offert et il fallait choisir dans les prix. Et dans les prix, on a choisi une bonne config. Ouais. Par contre, un tout petit disque dur et je pleure. Mais bon, c'est pas Ah grave. oui. Moi, il Non, mais faut deux j'ai trouvé terrains. d'autres, mais là, j'ai vu que ça avait vraiment baissé le prix des disques durs. C'est prévu. Je vais Oui, oui, m'acheter complètement. un ou deux Complètement. Tera. Mais moi, je suis Bah, moi, Arturia aussi, hein. ouais, oui, bah, c'est super, hein, il n'y a rien à Moi, dire. c'est mon Puis premier truc. Cocorico, surtout, quoi. Cocorico, hein. Voilà. Ouais, non, Oh, la qualité, moi, j'ai toujours adoré Arturia. Et j'ai notamment les FX Collection que ouais. j'utilise beaucoup avec Cubase. Et ça, c'est une tuerie, quoi. C'est Hmm. une qualité, que ce soit les compresseurs où on retrouve les Uray, on retrouve vraiment tous les compresseurs vintage. Et puis, tu vois, par exemple, je parle souvent de la pédale Neutron parce que je trouve que c'est le plus bel effet qu'on ait fait dans les années 70. Et il y a eu très, très peu de plugins qui ont été à la hauteur de modéliser cette Ouais. pédale, qui est une pédale américaine. Et il n'y a que Arturia qui a réussi le challenge. Quand on a ça, on dit Et waouh. si on revient sur la basse, est-ce que tu peux du coup rentrer ta basse dans ton ordi et te servir des FX Arturia? Ah, quand je fais des séances pour des artistes, alors ça c'est le bonheur d'avoir des grosses connexions maintenant. Évidemment, je joue sur des albums, mais en différé, hein, bien sûr. D'accord. Et généralement, j'envoie deux pistes. J'envoie une piste sans effet, parce que effectivement, hein, pourquoi j'envoie deux pistes? Parce il y a généralement les gens n'ont pas Cubase. Moi, je ne travaille que sur Cubase, évidemment, et les gens récupèrent ça sur Pro Tools. Donc, en fait, j'envoie deux pistes, une piste totalement pure, hors traitement, rien du tout, aucune équoi, et une piste avec le traitement que moi j'aimerais entendre dans le titre. D'accord. Voilà. Ils font le choix, ils prennent ou ils ne prennent pas, peu importe. Mais c'est D'accord. intéressant. Et j'utilise énormément la FX Collection. Ça, c'est sûr. D'accord. Mais déjà, je dois dire aussi que les sons, enfin ce qu'on appelle les plugins qui sont déjà livrés avec le Cubase Pro sont tellement, tellement efficients
que c'est vrai que en fait, j'utilise de la partie d'Arturia ce qu'il n'y a pas, déjà ce que ne me livre pas Steinberg par défaut. Ok. On va juste finir avec, parce que tu parles beaucoup de Cubase, et moi j'ai regardé ta vidéo là, de ton entretien justement sur Cubase avec Hortz, euh, Avec Rémi Horst, ouais. avec Rémi Hortz. Ouais, Et donc on va essayer de ne pas s'étendre dessus, justement, on va essayer de rester sur la basse. bien Donc sûr. juste expliquer aux gens qui ne connaissent pas. Donc toi, tu es certifié Steinberg, C'est donc ça. les créateurs de Cubase, tu es Voilà. formateur Steinberg. Voilà, moi je suis ce qu'on appelle un formateur certifié agréé Steinberg. Pourquoi? Parce que moi, en fait, le premier séquenceur, j'ai commencé l'informatique à l'époque d'Atari, donc en 96-97. Hein, et j'ai été, donc, comme tout le monde, on avait soit Notator, soit Pro 24. Notator qui est devenu Logic et Pro 24 qui était Cubase. Et une fois, c'est comme d'habitude, c'est pas une guerre. Il y a pas en fait, je pense que c'est un faux débat d'aimer Pro Tools ou Logic ou Studio One ou Cubase. Je crois que c'est pas ça, c'est une question de relation qu'on peut avoir avec un outil ou Tout à fait. Ableton par exemple. C'est une question de relation qu'on peut avoir et puis d'efficience. Moi, j'ai un truc qui est hyper important, un rapport très organique avec la MAO. C'est-à-dire que la MAO ne doit pas me faire perdre de temps de mon travail. C'est ça. Donc, je dois avoir le lien le plus court et le plus direct avec ce qui doit être mon support de création. Ça s'arrête là. Mhm. Après, les guerres de chapelle en disant Logic, c'est mieux que Cubase, ça a un meilleur son. Rien n'a un meilleur son. L'avantage qu'il y avait avant, parce que moi j'ai Oui. fait un peu de MAO aussi dans les années 90, c'est qu'il y avait Mm. Cubase, quoi. Le problème était assez réglé. Il y avait, Oui. enfin, pour ceux qui ne connaissaient pas, en tout cas, le plus facile à trouver, c'était Cubase. Moi, j'ai utilisé Cubase, alors je ne sais plus si c'était le 1, le 2 ou le 3 ou un truc comme ça. Mm. Alors, pas à grand niveau, hein, c'était vraiment le Ah ouais. début. Mais le problème était réglé. Aujourd'hui, en 10 minutes, tu peux avoir à peu près 12 dos sur ton ordinateur. Et C'est c'est ça. le gros problème que j'ai eu là. Là, maintenant, j'ai trouvé ma place, mais j'ai mis un peu de temps à chercher. Tout à fait, tout à fait. Je crois que le rapport qu'on peut avoir avec un dos, c'est le cahier des charges qu'on s'impose. Par exemple, moi, je connais des gens qui travaillent uniquement sur Ableton parce que le cahier des charges, leurs besoins dans leur projet artistique, et Ableton colle complètement Tout à fait. avec le résultat. Bah, c'est Voilà. ce que j'ai. C'est ce que j'ai pris. Depuis Voilà, que... voilà. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bons et de mauvais outils. Je pense qu'il y a toujours une façon de bien l'utiliser, de mal l'utiliser. Hmm. D'accord? Effectivement, il y a des différences. On ne va pas commencer à faire un tableau comparatif. Ouais, C'est ouais, non, énorme. non, c'est sûr. Mais voilà. Après, il y a des différences fondamentales. C'est-à-dire qu'avec Pro Tools, on sait qu'on ne va pas composer de la musique, qu'on ne va pas faire du MIDI. Pro Tools, c'est un excellent produit pour faire de la post-prod, hein, pour faire du mixage, pour faire ça. Personne ne va revenir là-dessus. La différence aussi, c'est qu'avec des outils comme Cubase ou Logic, c'est vrai que Pro Tools a été un petit peu en perte de vitesse ces dernières années et que Cubase a eu un sursaut. C'est vrai qu'on a eu un peu peur il y a quelques années sur Cubase. On voyait qu'il y avait des manquements dans la qualité. Et depuis les versions qu'on appelle, depuis les versions 9, 5, 10, jusqu'à la dernière version qui est 12, on a des résultats de production qui sont absolument stupéfiants. C'est-à-dire qu'on sent que, d'abord parce que Ableton a mis un coup de pied dans la fourmilière C'est clair. très, très, très vite. Quand Ableton est arrivé sur le marché, tout le monde s'est posé la question en disant qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces gens-là? Ils sont en train de rafler toute la mise. Ouais, C'est évident. Et ça a permis, le côté positif, ça a permis de réveiller tous les éditeurs. Ça a permis de se dire, bon, là, on a un sérieux concurrent qui est là, qui est en train de rafler la mise sur toute la nouvelle génération, sur tous les DJ, sur des milieux qu'on n'arrive pas commercialement tout à fait. à capter, à pénétrer sur le milieu du rap. Voilà. Et ça, Ableton a complètement réussi son pari. Et donc, du coup, les éditeurs se sont réveillés et ont proposé des solutions.
par exemple, quand on achète Cubase Pro 12 dans sa dernière version, on n'achète pas qu'un séquenceur, on achète en fait un écosystème très 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 puissant avec à l'intérieur des plugins à ne plus savoir qu'en faire, mais des librairies, des banques de sons, des bibliothèques. Enfin bon, c'est énorme. C'est un environnement de production en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, Pas comme tous ils font. voilà. Mais non, non, c'est un. Ok. Et donc, voilà, donc je suis, ma deuxième casquette, c'est depuis toujours, j'ai toujours travaillé sur Cubase. J'étais pour ainsi dire même un des premiers quand j'enseignais dans un grand centre de musique actuelle qui s'appelle Atlas, qui est à Paris. Et j'étais le premier sur Paris à ouvrir une classe de MAO avec Cubase. Voilà, ça a D'accord. été la première classe de MAO sur Cubase à Paris. D'ailleurs, tu as toujours une école. Alors, j'avais une école, Ah, tu j'avais l'as un centre plus? de C'est formation. fini? Non, non, on pourra en parler, mais on a vécu une crise très difficile avec le Covid. Ouais. Avec mon épouse, on avait monté un projet très, très ambitieux qui marchait très bien, qui s'appelait Music Time, qui était basé à Nantes. Et c'était un centre de formation professionnelle et en fait qui gérait un centre de musique actuelle, qui gérait et de la formation professionnelle pour les musiciens et chanteurs qui préparaient un titre professionnel qui s'appelait le MIMA, musicien interprète des musiques actuelles, D'accord. et qui est toujours délivré par la FNEJMA, et qui est une fédération qui regroupe toutes les grandes écoles de musiques actuelles en France. Et à côté, on avait bien sûr des cours dits loisirs. Voilà. Et puis malheureusement, bah, comme toutes les écoles qui ont subi les écoles de danse, de musique, qui Ouais. ont subi la pandémie, bah, on a dû fermer. Et malheureusement, on n'a pas pu réouvrir parce que pour des tas pour la conjoncture qui a été Je crois que extrêmement. les seuls qui ont survécu, c'est ceux qui avaient déjà prévu qui avaient déjà prévu et qui avaient commencé à travailler en ligne. Tous ceux qui n'étaient Alors pas, nous, on est. tous ceux qui étaient pas déjà en ligne, ils ont eu du mal, ils ont pas eu le temps de toute manière. Le temps de créer une Alors, école. en fait, nous, on a été très réactifs, puisque c'est pas tant ça, mais puisque nous, on a créé, enfin plutôt moi, j'ai créé très rapidement, dès qu'il y a eu le premier confinement, on a baissé le rideau de fer de l'école. On a su qu'on n'allait pas réouvrir encore pour de longues semaines. On en était sûr et certain. Et puis, c'est surtout, c'est qu'il y avait il y avait un mystère complet sur le timing de ces confinements. Et donc, on a réagi tout de suite. On a monté une plateforme de cours en ligne. Donc, on a dû déporter tous nos cours physiques bah, en En ligne. ligne. C'était pas simple, c'était compliqué. Il fallait que nos élèves soient équipés eux-mêmes, que nos profs soient équipés, que nous, on ait des connexions suffisamment pérennes et solides pour que ça tienne des heures d'enseignement. Bon, voilà, donc ça n'a pas été simple. Le souci, c'est que c'est pas tant ça. Nous, on continue avec nos cours en ligne, mais il y a eu des fins de confinement avec des réouvertures d'écoles où on nous a dit de réouvrir les écoles. On a tous réouvert nos écoles. Et pour vous donner un exemple, on a fait une rentrée en septembre. Euh, on a rempli notre école, bien sûr, avec nos anciens élèves, Ouais, ouais, plus de ouais. nouveaux élèves. Et en fait, en septembre, on a ouvert et en octobre, on a fermé l'école Ouais, parce qu'il y a eu un confinement. ouais. Et là, on a su que c'était terminé. Voilà, qu'on ne pouvait plus parce qu'il a fallu rembourser tous ses élèves. Et D'accord. donc, quand on est chef d'entreprise, il n'y a pas à se leurrer. Quand on doit rembourser deux fois des élèves, quand on doit redonner deux fois son chiffre d'affaires, bon, on sait très bien que ça ne Ouais, durera non, pas. ça va être Voilà. difficile. Donc, on a décidé plutôt, la situation a décidé que on devait malheureusement fermer notre école. Et puis, comme on est des battants, on est parti sur autre chose. Voilà. D'accord. Ok. Bon, fin de l'intermède MAO, on revient sur notre Ouais. instrument préféré, la basse. D'accord. Alors, moi, dans ton interview, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. Alors, j'ai été très étonné de plein de petites choses. Alors, j'ai pas une Allez. grande connaissance des bassistes et tout ça. Je découvre. Par contre, Mhm. les instruments, je commence à bien m'y connaître parce que je commence à tourner. Et je t'ai vu jouer avec plein de trucs un peu bizarres. Alors, je t'ai vu Ah, jouer avec une basse qui a une espèce de
grand truc en métal comme ça pour accrocher la sangle. J'ai pas compris à quoi ça Alors, servait. Alors, je pense que ça va être la taille de la basse qui te gêne. alors, Ah, bah voilà, c'est celle-ci. Allez, allez, c'est une alors, factualisation. je vous présente un instrument qui est totalement exceptionnel parce qu'il a été créé par moi, ce que j'estime être les précurseurs de la lutherie française. C'est les frères Jacobacci, André et Roger Jacobacci, qui étaient basés dans un atelier rue du Rys et rue de Lettres à Paris. En fait, l'histoire, elle est importante. Jacobacci, c'est l'histoire de la lutherie française. Ce sont pour vous donner, d'abord, c'est une grande lignée de luthiers, hein. Le père et le grand-père fabriquaient des mandolines, enfin des tas d'instruments comme ça. Et, euh, et dans les années 60, Roger et André Jacobacci ont créé les premières guitares électriques françaises qui sont très connus puisque c'était les guitares Oyo. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Jacobacci. Et puis, il y a un très bon groupe, si vous vous intéressez sur Facebook, qui s'appelle le groupe des guitares Jacobacci, qui D'accord. est extraordinaire, où vous avez vraiment l'histoire et vous avez des guitares exceptionnelles qui ont été construites là-dessus. Et donc, les guitares Jacobacci, ben, les Oyo, c'était les guitares des Chaussettes Noires, des Chats Sauvages, de Johnny Hallyday. C'était des guitares qui étaient en métal. Et puis, bien sûr, ils avaient aussi la tradition, alors ça, c'était les guitares électriques, mais il y avait aussi une vraie tradition de lutherie qui était des guitares jazz, notamment, je pense à la Culaz, à la Distel, enfin, que des grands noms de la guitare jazz. Euh, Par exemple, Roy Salvador, Sacha Distel, évidemment, Oui, oui, Pierre sans doute. Culaz, avaient toutes des guitares qui étaient fabriquées sur mesure. C'était ça la grande différence. Moi, j'ai eu c'est un grand souvenir de ma vie de musicien. C'est que quand j'avais 19 ans, j'étais fasciné par un groupe qui s'appelle toujours Magma. Et j'avais acheté le double live de Magma à l'Olympia, qui était un album qui existe toujours, qui est un album extraordinaire, parce que c'était un des groupes français de, 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 de rock progressif ou de jazz rock, je ne sais pas comment on peut appeler ça, Mhm. de musique incroyable. En tout cas, Magma, quand c'est arrivé, quand le premier album de Magma est sorti, nous, tous les musiciens, on a été sur le cul de savoir qu'on était capable de faire ça, petite dédicace à Klaus Blaskis et à Christian Lander, de pouvoir sortir une musique d'une telle qualité, d'une telle inventivité. Et à l'intérieur, en fait, dans Magma, sont passés pour moi, hein, et pour d'autres bassistes, Mhm. euh, tous les meilleurs bassistes français. D'accord. Bernard Paganotti, Yannick Top, enfin, etc., etc. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Bernard Paganotti, qui était qui est toujours, bon, je ne parle pas au passé, qui est un homme et un humain et un musicien, déjà un musicien hors pair, évidemment, et un homme extraordinaire je l'ai appelé un jour, j'étais tout jeune et je lui dis, écoutez, bonjour, j'aimerais beaucoup vous rencontrer parce que j'aime la façon dont vous jouez la basse. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, viens me voir. Je suis en répétition avec mon groupe, viens me voir cet après-midi. Ni une ni deux, je fonce dans le RER et je vais c'était à Arcueil, dans un studio de répétition. Et c'était en fait, il répétait pour son groupe Védorge, qui était un groupe extraordinaire pour l'époque, et avec des gens comme Jean-Philippe Goud au clavier, Kurt Rust, qui était tout jeuneau à l'époque et qui, je crois, arrivait des États-Unis. Et puis Patrick Gauthier, évidemment, grand pianiste, synthésiste, compositeur. Et Bernard jouait sur une basse Jacobacci. Et j'étais fasciné de ce son. Et il me dit, écoute, viens avec moi la semaine prochaine, je dois aller à l'atelier des frères Jacobacci, viens et amène ta basse. Et j'avais ma fameuse précision de 77, je crois, et je le ramène. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas de basse 5 cordes.
il n'y avait pas de basse 5 cordes. Ça n'existait pas. Tout le monde avait des basses 4 cordes. Le seul à avoir une basse 5 cordes à l'époque, c'était Bernard Paganotti. Et Bernard me dit, écoute, tu dois essayer ça, c'est vraiment génial. Il me fait essayer sa basse et j'essaye cette espèce de si grave comme ça. Oh, mais c'est incroyable, ça sonne. Et puis, c'est plus que ça, c'est que ça permet de pouvoir jouer ici sur des doigtés moins fatigants Ouais. qu'on peut jouer ici. Et Tu es en train de je prends mon m'initier courage là. à deux mains. Voilà, je prends mon courage à deux mains. Je me retrouve dans l'atelier des frères Jacobacci avec Roger et Dédé. Et ils me disent écoute, Thierry, c'est pas possible, tu peux pas rester avec cette basse. Nous, on va te faire une, une Fender Precision 5 cordes. Je dis mais comment vous allez faire? Donc, la Fender Precision, il y a 4 clés. Et ben, Oui. en fait, il avait fait un trou ici sur le manche. Et, puis, boum. Et le manche allait très bien et l'écartement du micro aussi. La seule chose qu'ils avaient changé, c'était ils m'avaient collé D'accord. un chevalet spécial pour la 5 cordes, qui n'existait pas. Il n'y avait rien Mhm. dans le commerce. Donc, eh ben, en fait, ils le fabriquaient eux-mêmes, ils faisaient du métallo et ils construisaient ça. Et pour vous dire, à l'époque, quand on disait basse 5 cordes, il fallait faire des cordes. Eh ben, les seuls capables de faire des cordes, c'était Savarez à Lyon. Et j'en ai encore d'ailleurs. D'accord. Et voilà, ici, vous avez une boule qui permet de tenir la corde dans le chevalet. Et ben, Mhm. à l'époque, ils n'étaient pas capables de le faire. Et en fait, ils nous livraient la corde avec l'âme. Et nous, on achetait des serre-câbles dans les magasins de vélo. Et D'accord. on serrait comme ça. Et on avait un serre-câble et on coupait. Voilà, c'était vraiment, vraiment du bricolage et ça sonnait. Et donc, c'est vrai que j'ai l'humilité d'avoir été un des premiers bassistes 5 cordes en France et ça a été génial. Après, bah, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais réellement, Bernard était un des premiers bassistes 5 cordes dans le monde, c'est sûr et D'accord. certain. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Roger et André Jacobacci. Et très vite, j'ai eu envie de me faire construire ma basse 5 cordes. D'accord. Et donc, j'ai dessiné avec l'aide d'un dessinateur de bande dessinée qui s'appelait Gauclair. J'ai dessiné cette basse qui correspondait un petit peu à l'influence que je pouvais avoir de tous les instruments. Le corps, il Euh, fait un peu violon, non? Violoncelle? alors en fait, ici, on a une volute qui fait penser à la Charles Labo d'Alfonso Johnson, qui travaille un peu comme ça. Et le cul là qu'on a ici, en fait, c'est alambic, hein. Il y a un modèle alambic qui est posé comme ça. L'avantage, c'est qu'on peut le poser, ça tient bien. Et donc, c'est une basse en wenge qu'on ne pourrait plus fabriquer maintenant, puisque c'est un bois protégé, Mhm. touche en ébène pur. Voilà, mais à l'époque, on ne se posait pas les questions. Et les micros sont des micros originaux qui ont été faits sur mesure par Michel Benedetti. Pour la petite histoire, Michel Benedetti, il était basé à Marseille et c'était le seul qui avait le droit de retoucher et de refaire les micros de Jaco Pastorius. Voilà. D'accord. Et donc, un jour, Pastorius va chez lui et il lui donne sa basse. Il lui dit j'ai besoin de refaire mes micros. Si vous touchez une once du bois, je vous explose la tête. Et en fait, c'était ça. La légende, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était vrai. Voilà, et donc c'est une basse qui est ça. Et donc, on va revenir à cette, Cette fameuse cette barre. hampe. Et en fait, cette hampe, eh ben, en fait, elle est faite sur mesure, hein, sur la taille de chacun. Et c'est un balancier, en fait. Et cet instrument, eh ben, en fait, quand je le porte, il est D'accord. exactement à ma taille à moi. C'est-à-dire que quand je le porte, si je me mets debout, je peux jouer pendant des heures. Il le tient absolument. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très, très esthétique parce qu'on ne savait pas faire des choses. Ce que c'est faire, ouais. Il y a d'autres marques hein, maintenant qui savent le faire hein, Oui, et oui. qui le font en bois. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le faire. C'était compliqué. Et voilà. Et donc, et puis de toute façon, c'était une marque de fabrique. Donc, Paganotti a ça. Je sais que mon copain Nicolas Chelli aussi a la même basse avec une hampe. Moi aussi, voilà. Donc, il y a certaines Jacobacci qui ont cette hampe qui a vraiment été créée pour Bernard Paganotti. Ok. Voilà. Et Belle ça, histoire. c'est ce qu'on appelle une frette zéro, c'est-à-dire que c'est une fretless, mais les frettes ont été montées à l'intérieur parce que dessiner des frettes, au bout d'un moment, ça s'use. Et bien là, en fait, ce sont des frettes qui ont été limées. Et voilà. Et Frettes donc, en métal ou en bois? En bois? pardon, Les frettes en bois? ah Ils ont non, ce sont mis. des frettes en métal.
Ah, c'est fret en Ce sont métal, des frettes d'accord. en laiton, tout à fait. Parce que Ce sont des maintenant, vraies je sais frettes. que maintenant, Mais on défrette en métal et on frette en bois. Enfin, voilà, voilà. Mais pour là, remettre à zéro. voilà. Et c'est une 24 cases, c'est une merveille. Voilà. Avec l'écusson Jacobacci en acre qui vient d'une mandoline de leur papa. Voilà, ça c'est. D'accord. Voilà, Eh bien, dis donc, cette fameuse base qui est le modèle Thierry Bétoucha. il n'y en a eu qu'un. Il n'y a pas eu de série. Il n'y a pas eu de série. Ok. Il n'y a pas eu de série. J'en ai fait une deuxième, mais je je l'ai pas appréciée. Donc elle est partie se faire refaire la vie. Elle a été détruite. D'accord. Ok. Euh, D'autres basses? Sachant Ouais. que. D'ailleurs, cette Jacobacci, j'ai fait dernièrement un titre avec Maria Di Gioro, un titre de Jaco Pastorius, Tribute of Secret. Tu pourras peut-être mettre le lien où on entend vraiment le son. Et j'avais même fait un cover de Babushka de John Giblin, de la Oui. fretless de John Giblin, avec cette basse. Et là, on sent vraiment, vraiment Et l'autre, le j'ai son. vu, c'est une femme qui joue sur une guitare. Sur une guitare, tu as C'est repris ça. la vidéo et tu t'es mis à côté. C'est Voilà. un On exercice l'a qui fait pourrait en être accord, facile. hein. Oui, oui. Mais Tout à fait, tout à fait. On a échangé pour, euh, pour bien travailler. Ce qui a été plutôt difficile dans cet exercice de style, c'était bon, le morceau lui-même. Sauf que moi, je ne fais pas enfin, je fais quelques parties de Pastorius, mais pas tant ça. C'est pas ça qui était important. Pour moi, c'était le fait de jouer ce morceau que j'adore, cette pièce que j'adore, et elle a un placement rythmique qui est très particulier. Et donc, moi, je me suis vraiment collé à ce placement rythmique. d'accord. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé interpréter cette œuvre avec elle. Moi, j'ai écouté les deux versions, avec et sans Voilà. basse. Les deux Voilà. sont très belles. Tout à fait. Alors, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai celle-ci aussi. Les cinq basses, Alors, les cinq cordes, en fait. ah, j'ai une 4 cordes en Alors, vintage. Alors, j'aimerais bien qu'on en parle parce qu'elle m'a beaucoup étonné, cette quatre cordes, notamment la marque. ah oui, évidemment. Évidemment. Bon, alors, je parle juste de celle-là très, très rapidement. Ben oui, elle est très Alors, belle. cette basse est magnifique. Je l'adore. C'est ma basse de scène, en fait. Je D'accord. joue essentiellement avec. C'est une basse des années 80. C'est la Yamaha TRB5P. Alors, ça, c'est le modèle, bien que ça ne s'appelle pas le modèle, mais c'est la Verdine White. Parce que la couleur, c'est Verdine White qui a décidé. Verdine White étant le bassiste de Earth, Wind and Fire, bien sûr. Tout à Le fait. bassiste de Earth, Wind and Fire. Et Grande, donc, grande culture. voilà. Voilà. Et donc, Earth, Wind and Fire, lui, enfin, Verdine White, il joue sur une 4 cordes, et ça, c'est le modèle 5 cordes, évidemment. Donc, c'est une base d'origine qui est dans son jus, que j'ai trouvé. Alors, c'est horrible. Je l'ai trouvée par hasard dans un magasin à Pigalle, chez Bass Hunter. Et en fait, elle était en mauvais état. Vous allez voir pourquoi. En fait, il a bradé parce que c'est assez invendable, ça. Vous voyez? Ah ouais, Sauf que le gars, je pense qu'il jouait avec un ceinturon bah, comme beaucoup, hein. comme c'est pas permis. Voilà. Et donc, je l'ai essayé et je l'ai tout de suite prise. Voilà, j'ai joué direct avec un couple de micros, pardon, attends, on voit pas, voilà, un couple de micros jazz bass et précision. Précision, Ça ouais. sonne très bien. Voilà, manche collée, Elle est évidemment, très très trois belle, hein. parties. Elle est magnifique. Elle est magnifique, C'est touche en manche collée ou ébène. c'est manche collée ou une Oh, pièce? manche collée, ouais. Parce que- Une pièce, pardon, une Ah, une pièce. pièce, c'est une seule Manche pièce. traversant. La Manche poutre. Ouais, traversant. c'est ça. Manche traversant. Enfin, je dis pas manche collée, c'est manche traversant. Voilà, avec trois parties. Ouais, Tac, ouais. magnifique. Très très belle. Voilà, avec un filet. Enfin, bon, Ouais, elle est ouais. vraiment très jolie. Je trouve qu'elle est très Alors, moderne. comment? Je trouve qu'elle est très moderne. Je pensais que c'est une guitare très récente. Exactement. En fait, elle pourrait, on voit le côté un peu irisé, elle pourrait presque faire penser à une Spector. Voilà. Ou voire même une Mayence. Enfin bon, c'est assez étonnant. Ce que j'aime beaucoup, c'est les deux encoches ici. Enfin bon,
Elle est très jolie, l'accastillage en or et tout, c'est magnifique. Alors en fait, elle a une petite histoire aussi, c'est que un jour, je suis en studio et je joue et plus de son, plus de son. En fait, le préampli à l'intérieur, le préampli Yamaha, il a grillé. Donc voilà, j'ai dû le changer et impossible de retrouver. Ça Ça se doit être- retrouvait pas du tout. Et le seul qui était en capacité de pouvoir me remplacer l'électronique, en fait, c'est pas tant ça de me remplacer l'électronique, c'est de me mettre le bon nombre de boutons te et de recalquer. fonctionnalités. Voilà. C'est John East. John East, pour la petite histoire, c'est un électronicien anglais qui fait des préamplis pour les basses, notamment pour Stanley Clark, Marcus Miller, pour Mark King, enfin bon, vraiment pour Jimmy Garrison, enfin pour plein de musiciens. Et je lui écris, je lui dis voilà, j'ai ce modèle-là, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et il m'a redessiné en fait un préamp. Voilà. D'accord. Et donc voilà, donc on l'a installé et c'est parfait. Ça marche très très bien. Voilà. Et donc, bah, c'est vraiment ma base de tous les jours. Je l'adore, hein. Elle a un son incroyable. Voilà. Vraiment très belle. Yamaha TRD 5P. Après, tu voulais voir quoi? Bah, celle qu'on voit souvent, c'est celle qui est derrière. C'est une précision aussi, je suppose. Non, pas Ah, celle-là. ça, On la verra en dernier, celle-là. C'est pas une précision derrière? Non, avec le manche en érable. comment? Non, ça c'est la. Non? Non, ça c'est une Squire. C'est le tu- Bah, c'est une bah, je vais Squire. pas. D'accord. Allez, la Harley Benton. Alors, donc, La fameuse marque que personne n'y la en marque, mais tout le monde voilà, l'achète. exactement. Elle est fantastique, cette marque. Alors, j'ai acheté ça parce que, en fait, au début, je voulais l'original. L'original, c'est, je ne veux pas dire de Gibson? bêtises, je crois. C'est, non, ah, je me souviens plus du nom. C'est un luthier anglais qui fait ça. Et le problème, c'est que il y a eu, j'ai eu deux problèmes. C'est que j'ai voulu en commander une et il m'a annoncé les délais de fabrication qui étaient de 8 mois minimum. Il dit, ça va être compliqué. Et le problème aussi, c'est qu'on est passé par le Brexit entre-temps. Ce qui fait que les prix qu'il m'avait annoncés ont tout simplement explosé. Donc, je n'ai pas pu l'acheter. Mais D'accord. j'étais quand même très frustré. Et donc, je regarde sur un fameux site allemand, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui commence par tôt et termine par man. Et je vois cette réplique. Bon, pour le prix, je me dis, je risque rien en fait. Et je l'ai acheté, je la reçois. Euh, je suis assez épaté de la lutherie, vraiment, hein, vraiment. Sans, je ne dis pas de bêtises, hein, je suis épaté de la finition. Je la trouve assez incroyable. Bon, l'électronique, il y a vraiment à redire. Je commence à jouer avec. C'est une holobody, hein, donc elle est vraiment, elle est nickel. Elle a un sillet qui fonctionne bien, impeccable. J'ai évidemment changé les cordes, j'ai monté des filets plats, hein, comme j'aime, et j'ai fait refaire l'électronique, parce que l'électronique, c'était absolument du n'importe quoi. Et j'ai pas changé les micros, c'est des micros d'origine que je trouve très très bien, mais D'accord. vraiment hein, très bien. Ok. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, moi, je veux un son vintage. Donc, dans vintage, il y a vieux, donc il y a un peu pourri quand même. Ouais. L'idée, c'était que je jouais dans un groupe de rock assez spécialisé dans le rock anglais et je D'accord. voulais absolument ce son, le son mat comme ça, du son anglais. Et j'ai vraiment trouvé mon bonheur avec cette basse. Voilà. Et donc, c'est une Harley Benton et que je n'échangerai pour rien au monde. Voilà. J'étais assez épaté. Voilà. Ouais, la première basse que je me suis servi, vraiment, c'est une Harley Benton. J'en ai encore une. J'aime beaucoup. Voilà. Oh, C'est je vais me faire des ennemis, non. hein. Je suis d'accord, Franchement, hein, mais hey, bon. franchement, si vous êtes débutant, vous achetez une précision de chez Harley Benton, ça coûte 88 euros. 88 euros, Voilà. c'est rien. Après, après, la- la- Débuter, je le- parle.
voilà le truc où il est. Quelle est la différence? Vous savez, il y a plein de gars qui font des tutos vidéo, la basse à 30 Ouais. 000 euros et la basse à 80 euros, justement. Ah ouais. Et les mecs essayent à l'aveugle et ça sonne. Waouh, on se dit, mais c'est qui fait. Non, ça n'a rien à voir. L'équation, elle n'est pas là-dessus. L'équation, c'est comme le vin, c'est sur sa bonification. Vous voyez? C'est sur le fait de se dire, est-ce qu'elle va vieillir? La différence entre ça, qui est de 1983, et ça, je ne sais pas si ça se bonifie. Oui. Le son, les fréquences se prennent. Je suis encore de plus en plus étonné. Si j'écoute des enregistrements de moi d'il y a, je sais pas, 15 ans ou 20 ans sur cette basse, c'est pas la même basse. C'est pas du tout la même basse. C'est normal, c'est vivant, c'est du bois. Oui. Ça, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait bien la blague. Après, on verra. Voilà, la Harley Davidson. Et sinon, t'es pas passé sur six cordes, du coup? Si, j'avais une Yamaha, pareil, j'avais la petite sœur, enfin la grande sœur plutôt, D'accord. la TRB6, hein, mais en fait, je l'ai pas gardée parce que je trouve qu'elle avait trop de résonance. Trop de D'accord. résonance. C'est-à-dire que dès qu'on jouait, il fallait en fait. Alors, vous avez vu ici j'ai fait un mute. Et une mousse en bas, ouais, j'ai vu, ouais. Voilà. Bon, ça, c'est. On peut avoir des. Je ne les ai pas là. On a des mutes aux manches, Et on a des j'ai mutes partout. Voilà. En fait, moi, je me suis fait mon mute à moi. J'en ai essayé plein. J'ai du Groove Gear, j'en ai acheté plein. Et ça m'a jamais plu. Et en fait, j'ai compris pourquoi ça ne me plaisait pas. Parce que il y avait certaines cordes, j'avais envie qu'elles soient un peu moins résonantes que d'autres, et d'autres qui devaient garder leur résonance. Et effectivement, là, j'ai vraiment les trois basses. muté les trois premières, Simila, et le Résol, je les garde parce que je les garde en open, parce qu'elles ont besoin de résonner. Et celle-là, un peu moins, il y a moins de résonance par sympathie. Vous D'accord. voyez, des fois, voilà, et c'est un bout de mousse à 2 centimes, à 2 centimes d'euros. Hein. Vous voyez, c'est des fois. Sur Fender, ils étaient cachés. Comment? Sur Fender, ils étaient cachés, les bouts de mousse. Ah oui, bien sûr. Ils étaient Dans sur l'étouffoir de la jazz bass, ouais. bien sûr. Ah ouais. Donc, il n'y a rien à inventer, ouais, c'est clair. Ah oui, oui, il y a des tas de mutes qui existent, hein, ce qu'on appelle des foams, où on peut les régler et tout. Bon, moi, je les ai essayés. Si vous voulez, moi, ce que je pense, c'est souvent des usines à gaz. Et à part si on fait tout le temps le même style de musique, tout le temps le même répertoire, pourquoi pas, Oui. le même son, oui, pourquoi pas. Effectivement, on peut sceller définitivement le son d'une basse. Moi, pour moi, c'est impossible. Avec mon métier, c'est pas possible. Je joue du funk, je joue du jazz, je joue du reggae, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, ça doit être très versatile. Je peux pas m'amuser à bidouiller ma basse à chaque morceau, c'est impossible. Et donc, bah, justement, on va pouvoir commencer un petit peu à aller sur la suite. Ouais. Est-ce que tu as un groupe, une formation vraiment où c'est la tienne ou tu interviens, tu fais que intervenir? Est-ce que tu as Alors, ton groupe que alors, tu répètes toutes les semaines, ou tu sors un album, ou tu fais des dates, ou un groupe? ouais, moi, ma vie de musicien, elle est entre deux, toujours à cheval entre deux trucs. Hein. J'ai effectivement un groupe qui s'appelle The Family Groove, qui est un groupe de reprises de funk, de soul, de funk. Mhm. Euh, là, on commence à monter le répertoire, on commence à jouer, on commence à avoir des dates. Donc ça, c'est super sympa, je m'éclate, je fais vraiment ce que j'aime, ce que j'ai envie. Et puis, il y a des choses qui sont plus imposées où effectivement, là, c'est différent, c'est plutôt du répertoire. Et notamment, là, j'ai intégré un nouvel artiste qui est un artiste de funk qui s'appelle Rachid Ferrache. Et le tour s'appelle le Funky Tour. On a des dates là bientôt. D'accord. Et donc, là, il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de choristes, des cuivres, etc. Et ça, c'est très intéressant. Et là, justement, je suis un double bassiste puisque je fais et de la basse traditionnelle et du synthé basse. Là, on est vraiment dans l'optique D'accord. des sons de synthé basse. Ok. Voilà.
T'arrives à retrouver ton groove de basse sur un synthé ou Non, c'est non? pas, faut surtout pas partir de ce postulat. C'est-à-dire D'accord, que voilà, quand je joue des lignes de basse, je me colle à l'esprit de la ligne de basse synthé. d'accord. Moi, quand je fais du Kool and the Gang, pour moi, ou du Michael Jackson, c'est vraiment le son de basse de Greg Phillinganes, de James Ingham, de tous ces musiciens, ou du George Duke, enfin, j'ai pas le niveau, hein, mais vous voyez, Je je connais pas. cherche pas à imiter une basse, sinon, moi, je suis bassiste, j'ai pas ce problème-là. Tu as une science des bassistes, c'est fou, quoi, parce que si je vais chercher les liens de tout le monde jusqu'à la fin, j'en ai vraiment pour 2 ou 3 heures à monter cette vidéo. J'ai plein de gens. J'ai Alors, en une fait, à grosse chaque fois, expérience. je le dis quelquefois, à chaque fois, j'interviewe un bassiste. Moi, étant finalement débutant en basse, parce que j'apprends plein de noms, et Ouais, donc après, je vais chercher à droite, à ah oui, gauche, écouter tout ça, et c'est impressionnant. ouais, Tu as vraiment une grosse culture musicale au niveau basse, ce qui est normal, vu que c'est ton bon, oui, métier. oui. Hein, Euh, oui, c'est mon métier et c'est parce que c'est un métier que j'ai une culture. Et parce que j'ai une culture, je fais ce métier. Dans mon- c'est un métier passion à la base. C'est un métier passion complètement. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas faire ce métier parce que ça demande des sacrifices, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Ce n'est pas une vie facile non plus. Mhm. Et voilà, donc le métier de musicien, mais on ne le choisit pas, hein. Non, on n'y est J'ai pas. jamais choisi d'être musicien, je suis musicien. C'est comme ça. Il y a Tout à des fait. gens, ils sont chefs d'entreprise, ils sont, voilà, c'est comme ça. Ok. Bon, bon, la MAO, on va pas en parler. Alors donc, bon, on va juste parler vite fait carrière musicale. Donc là, donc ça, c'est ton groupe. Donc tu interviens pour d'autres artistes. Je sais que tu as intervenu pour des gros Ouais. artistes, euh, Oui. notamment. J'ai une carrière de sideman, ce qu'on appelle sideman, c'est-à-dire de musicien accompagnateur, entre guillemets. Enfin, c'est ce qu'on appelle faire le métier entre nous. Ouais, On fait le ouais. métier. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé à Paris, euh, je venais pas de très loin, hein, je venais de la banlieue, donc c'était pas très très loin pour moi. Mais dès que j'ai eu 18 ans, j'ai toujours voulu faire ce métier. Et j'ai commencé donc déjà à jouer dans des groupes, à faire des choses. Et puis au fur et à mesure, c'est une histoire de réseau, hein, de faire un métier. Qu'on soit danseur, qu'on soit plasticien, c'est Tous toujours une question de les métiers réseau. artistiques surtout. C'est voilà, de se positionner dans des réseaux et puis on se fait des relations. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des artistes dans les années 80-90 qui m'ont permis de bien vivre. Et voilà, donc j'ai été notamment, entre autres, le bassiste d'un groupe qui était connu pop à l'époque qui s'appelait Niagara, bien sûr. Mais j'ai accompagné plein d'artistes de cette époque-là, Niagara. Kent, évidemment, voilà, et puis d'autres artistes que j'ai adorés, qui étaient par exemple Michel Fugain, Florent Pagny, Pascal Obispo, enfin voilà, des tas de musiciens, des tas d'artistes que j'ai aimés, et puis des artistes aussi dans lesquels je me suis impliqué Mhm. artistiquement et que j'ai aimé, par exemple Jean Guidoni, qui est un artiste extraordinaire qui sur scène tous les soirs nous mettait le frisson, quoi. Mhm. Et Bon, c'est juste perso, mais Pascal Obispo, juste parce que j'avais été le voir, j'avais été invité à l'époque par Club Internet, j'avais été le voir en concert à Caen au club interne. Millennium Tour. C'était son premier, c'était en 2000, D'accord, en 99 ou en 2000. Tu y étais ou non? voilà. Tu y étais ou Alors pas? moi, je faisais les télés sur scène. Ouais, moi, je faisais tout ce qui était télé. Ah d'accord, tu n'étais pas Voilà. sur la scène. Non, sur la scène, ils prenaient les musiciens américains, mais ça dépend en fait, ça dépend. Enfin, il y avait D'accord, ok. le Zénith, j'y étais, voilà. Ok. Et ton meilleur souvenir de scène Mon meilleur souvenir de scène, il n'y en a pas vraiment parce qu'il y en a beaucoup. non, mais Euh, un c'est gros, pas. vraiment impressionnant. Je sais pas, ça peut être le Oh, nombre de spectateurs, la scène en soi, l'artiste, ça peut être. ouais, la première fois que j'ai joué dans un stade où c'était des marées humaines, et en fait, c'est très très impressionnant parce que en fait, là, on sent plus le public, on sent plus rien en fait. Ouais. Il y a une espèce de dose d'adrénaline qui est tellement énorme
et puis c'est tellement pas palpable humainement de jouer devant des milliers de personnes que c'est assez particulier, quoi. D'accord. Comme ressenti, c'est particulier. C'est-à-dire que j'adore jouer dans les clubs où il y a, c'est génial parce que vous êtes à 1,50 m des Un gens. échange, là, un regard. Capter, voilà, on capte les émotions, on capte les trucs, on sait si la salle, elle est bien, elle est réactive ou pas. Mais dans un stade où il y a des milliers de personnes, c'est juste impossible. Ça nous échappe complètement. On joue devant une espèce de marée humaine comme ça, où il n'y a pas du tout. On est plutôt dans un, comment dire, dans le fait de défiler une setlist, de D'accord. faire, de faire le taf, en fait. Vous voyez. D'accord. Mais très clairement, on prend rien. On prend pas. On Oui. n'a pas de l'émotion comme ça. Mais c'est impressionnant, hein, Ah, ça je n'a me rien à doute, voir. oui, je me doute. Voilà. Ou par exemple, j'ai souvenir d'avoir tourné avec une géniale artiste italienne où j'ai tourné en Inde avec elle et où on a joué dans des stades, où on a joué dans des endroits où les gens, c'était du délire, où là, il y avait la vraie barrière de la langue. Et ça, c'est très étonnant aussi. C'est très D'accord. étonnant. Voilà. Jouer Ok. à l'étranger, c'est très étonnant. Bah, je me doute, ouais. Good. Voilà. Est-ce que tu as quelques petites dates de concert à nous donner ou des choses de prévues où on peut te voir sur scène dans pas longtemps? Ah oui, on peut me voir sur scène le 25 août avec Rachid Ferrach, justement. Alors, c'est au Théâtre Robinson à Mandelieu à Napoule. Donc, les gens de Paris, je suis désolé, mais bon, voilà, pour les gens qui sont dans le sud. J'ai d'autres dates aussi au mois de septembre avec mon groupe de funk, The Groove Family. Mais là, il faut être connecté sur les réseaux sociaux, où on annonce les dates. Enfin, bon, voilà. Transition parfaite sur la prochaine question. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les Alors, réseaux on peut me sociaux? retrouver déjà sur ma page Facebook, hein, évidemment, et surtout sur ma chaîne YouTube, dans laquelle j'ai publié, je fais plein de covers rigolos, de morceaux que j'aime beaucoup, qui mettent évidemment la basse en avant. Tout à fait. Voilà, voilà. Et qui portent de toute façon mon nom. Et il suffit de taper mon nom et on me trouve. Tout à fait. Et de très beaux morceaux d'ailleurs. Notamment Merci. ce fameux duo qui est Ouais, vraiment beau. ouais, ouais, merci beaucoup. Faut pas écouter sur des enceintes d'ordinateur portable, hein. Moi, Ah non, il moi, faut je suis éviter, dans. soit vous écoutez au casque, soit Ouais, vous avez des belles enceintes, soit ouais, vous ouais, écoutez sur votre télé tout à fait. qui reçoit YouTube, il y a Ouais, pas de il faut souci. quand même quelque chose de sympa, sinon. Voilà. D'ailleurs, pour tous les aficionados de la basse, arrêtez les téléphones, on n'entend pas la basse. J'ai vu des tutos de basse où on n'entend pas le son, Bah oui, on n'entend rien. C'est bah affreux. basiquement, oui. Alors, par contre, je me suis acheté il n'y a pas longtemps une tablette. C'est une Xiaomi qui a quatre enceintes avec un Oui, son Dolby Atmos. ouais. Alors, c'est pas fort, mais par contre, le son est bon. Et là, on entend tout. Donc, pour ceux qui Voilà. écoutent, Moi, pareil, j'ai acheté j'utilise beaucoup la tablette sur scène parce qu'il y a toutes mes partitions je me doute, à l'intérieur, mais cette liste. Et donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être m'acheter une bonne tablette. J'en ai marre des tablettes un peu pourries. Et donc, je me suis acheté une Lenovo avec un Dolby Atmos. Et je dois dire que le son, c'est agréable, hein. ça le fait bien quand même. Ouais, c'est Et vraiment. là, on peut écouter de la basse. Tout à Il n'y a pas fait. de problème. Tout à fait. C'est très, très agréable. Moi, j'adore ça. Euh, Ouais, euh, ok, donc alors, donc, Facebook, YouTube, Instagram, ouais, ouais. Insta, absolument. TikTok. Non. TikTok, je crois Enfin, que. ça s'arrête là, Insta et Facebook déjà, et YouTube. Ok, Le temps d'alimenter tout ça. c'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que tu as des choses à rajouter que tu aurais envie de dire, qu'on n'a pas dit, que. Bah, Voilà. non, rien de spécial, que j'étais ravi d'échanger avec toi là-dessus. C'est bien, ça me fait plaisir d'avoir des gens qui s'intéressent un peu à notre dur labeur. C'est super. De musiciens et de bassistes. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup. J'en ai parlé dans un magasin de musique. J'ai dit, si vous connaissez les bassistes, ça m'intéresse, j'interviewe des bassistes. Il me dit, ah, mais vous ne faites pas les guitaristes? Je dis, bah, en fait, non, moi, je fais les bassistes. Elle me dit, ah, mais c'est dommage, pourquoi vous ne faites pas les guitaristes? Ah, je fais, mais parce qu'il y a déjà des milliards de choses sur les guitaristes. Je fais, Ouais. et en plus, c'est pas enfin, c'est mon instrument aussi, j'en fais aussi de la guitare, mais je veux dire, moi, ce que j'aime, Mm, c'est la basse. mm. Pourquoi est-ce que j'irais
autant faire quelque chose que j'aime. Comme maintenant, j'ai commencé aussi avec d'autres Oui, artistes, oui, en oui, plus tout à fait, tout à fait, ouais. de la MAO et de la musique électronique, mais parce que j'en fais et j'aime ça, quoi. Donc, moi, je préfère interviewer des gens sur des matières que j'aime bien. Moi, je Oui, voulais... oui, puis oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je voulais dire que moi aussi, je suis content qu'on parle aussi des bassistes. Bah, tu as mentionné François Delacoudre tout à l'heure. Enfin, bon, c'est des bassistes que j'aime beaucoup, qui mettent vraiment l'instrument en avant. Enfin, Christophe Babin, Nicolas Chély. On est Laurent Coquelaire. On est Ouais. tellement passionné par cet instrument et puis par notre position. C'est vrai que c'est un instrument qui a souffert dans les années 90 et 2000. On a un peu souffert parce qu'on a été supplanté par les synthés. Et depuis quelques années, ben, on a retrouvé notre place. Un bassiste, c'est un bassiste. Et en plus avec plein de nouvelles techniques, avec plein de choses. Être bassiste maintenant en 2020, enfin 2022, c'est du taf hein, quand même, hein. Il y a des sacrées techniques à prendre si on devait englober. Alors effectivement, heureusement que Marcus Miller, il nous a boosté tout ça. C'est vrai que maintenant, il y a des techniques comme les triplettes, comme le tapping, il y a des figures maintenant des youtubeurs qui jouent comme des dieux. Et puis il y a les bassistes, eux, les filles qui nous mettent la misère maintenant, qui sont des pures tueries. Et ça, c'est super. Parce que moi, c'est vrai que quand j'ai commencé la basse, les seules bassistes filles que je connaissais, c'était Tina Wemos et puis Corinne de Téléphone. Ah, Euh, Corinne, c'est pas pareil. Moi, j'ai lu son livre. Corinne n'est pas une bassiste. Corinne est la bassiste de téléphone. Absolument. C'est Non, non, exactement ce qu'elle dit, c'est-à-dire c'est qu'elle ne sérieux, se oui. considère pas comme une bassiste, c'est-à-dire qu'elle C'est joue vrai. avec téléphone et une fois qu'il n'y a plus Alors de que, bon, téléphone. moi, je l'ai vu jouer longtemps de la basse. C'est une bassiste. Corinne, je te rassure, tu es une vraie bassiste. Ah oui, Et non, bah, c'est c'est sûr, vrai, hein. Moi, j'essaye de jouer le chat, je galère, hein. Et en plus, elle chante. ah oui, elle a sorti des sacrées lignes de basse, mais Ouais, voilà, et bon, parce il y a tout un héritage un peu macho de la basse, de cet tout à fait. instrument, comme des batteurs, et qui est maintenant en train de s'envoler hein, complètement. Ça vole en éclats. Il y a des Heureusement, filles qui jouent de la basse maintenant qui nous mettent une misère. mais Euh, heureusement. et voilà, Rhonda Smith, enfin, je ne cite qu'elle, il y en a d'autres, il y a Yolanda Charles, Mhm. enfin, il y a plein de gens, hein, et il y a plein de filles qui jouent grave de chez grave, qui jouent beaucoup mieux que nous. Voilà, tant mieux, bravo les filles, yes! Yes, une grande communauté. Ok, Bah oui, bien cool. sûr. Bah voilà, écoute, Voilà, on va finir là-dessus. Moi, je voulais te remercier parce que il me semble que tu es le premier qui m'a contacté. C'est-à-dire que tu es le premier qui m'a envoyé ah, un c'est petit mot possible. en me disant Salut David, machin truc et tout ça. Et d'ailleurs, je t'ai même répondu bah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'au niveau basse, c'est quand même pas le niveau que j'ai, quoi. Et c'est là qu'on a commencé à échanger il y a quelques semaines, là. Et donc, je suis vraiment content parce que Ouais. c'est vraiment ce que je voulais. Et comme je le dis, s'il y en a d'autres qui veulent venir, n'hésitez pas à venir. C'est cool, c'est bon enfant, Oui, c'est sympathique. Il manque que la bière et le contact humain, vrai. ça oui. Mais on fait avec. Voilà. Mais il y a quelque chose qui a existé à un moment donné qui s'appelait l'apéro des bassistes. Moi, Ah j'étais ouais? en province, je ne pouvais pas y aller, mais l'apéro des bassistes, ça réunissait bah, un peu tous les bassistes de métier. Et D'accord. donc, on se réunissait dans un café, et puis bah, il y avait tout le monde, il y avait tous les musiciens. Alors, je ne vais pas tous les citer, Pascal Mulot, Fifi Chalier, bon, enfin, tous les bons bassistes, Darius Curren. Enfin. Et ça se fait plus? Je crois que c'est un petit bas, tu sais, avec le Covid et tout, c'était un petit peu compliqué, mais ça va se refaire, à mon avis. Ça peut revenir. Hein, Ouais, les collègues? je veux dire, normal. En plus, Ouais, ouais. on joue beaucoup mieux de la basse après une bière. On a plus Ah, le rythme, on est plus ça dans le... n'engage que toi, Moi, avec moi, je suis modération. plus détendu en général. Mais bon. Ok. Ah, c'est Bien. désinhibe, c'est normal. Voilà. Bien. Bon. Bien sûr. Bon, Thierry, merci pour tout. Au revoir. Merci David pour ton accueil. Merci pour cette interview. Ça m'a fait super plaisir et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Hein.
Bah, bien sûr, il y en aura toujours plein. Ça fait toujours plaisir de parler de sa passion métier. Tout à fait. Merci à toi. Merci. Merci.